retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'édition 2022 de la Journée nationale Tous résilients face aux risques, mise en place par le gouvernement. Donc à cette occasion, le SPIPACA propose une série de webinaires pour mieux comprendre la prévention des risques, notamment les risques industriels. Donc nous allons continuer à découvrir le domaine de la prévention des risques, donc de quoi parle-t-on, comment s'organise-t-elle, quel est le rôle de l'État, celui des industriels ou encore celui du CIPRE. Donc à travers les regards croisés de 3 acteurs, donc via 3 épisodes. Donc un premier épisode, une structure singulière, le CIPRE, a eu lieu ce matin. On continue cet après-midi avec les industriels à la manœuvre pour l'épisode 2 et un 3e épisode qui aura lieu mercredi, donc l'État, un acteur incontournable. Pour information, donc ce webinaire est enregistré. Si vous ne souhaitez pas y paraître, merci de couper votre caméra. Le replay sera disponible ainsi que les présentations sur le site du SPIPACA. Donc, il y aura une rapide présentation et un temps d'échange permettra de poser vos questions et d'y répondre par la suite. Quelques règles de bon déroulement de ce webinaire. Si vous souhaitez intervenir, merci de lever la main et on vous donnera la parole lors des temps d'échange. Vous pouvez directement poser vos questions dans le chat. Donc, merci à tous pour votre participation. En attendant, je vous laisse couper les micros si cela n'est pas déjà fait. Et je laisse donc la parole à Marc Bayard, président d'Environnement Industrie, pour ce 2e épisode, les industriels à la manœuvre. Très bien, merci Shirley. Bonjour à tous. Comme l'a dit Shirley, moi je m'occupe de l'association Environnement Industrie, qui est plus sur les aspects réglementaires et qui aide donc les entreprises classées, ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement, dans le domaine de la réglementation. Mais là, cet après-midi, je vais vous parler donc de la prévention des risques, sachant que je contribue, je dirais, aux travaux du S3PI depuis plus de 10 ans maintenant. Et on m'a demandé effectivement de faire un topo donc, dans le cadre de cette série de webinaires sur la prévention des risques dans l'industrie. Alors, je vais prendre la main pour mettre en place ma petite présentation. Voilà. Est-ce que c'est bien arrivé? C'est bon. C'est bon? Oui. OK. N'hésitez pas à intervenir s'il y a un problème de son ou un problème de visibilité sur, sur la projection. Voilà, donc le parti pris, c'est de vous exposer quelques principes généraux de la prévention des risques sur les sites industriels. C'est un vaste sujet, l'objectif, c'est de poser un petit peu la problématique, de quoi parle-t-on quand on parle de risque et quand on parle de risque industriel. Évoquer la réglementation. Alors, je sais très bien qu'il y aura le 3e webinaire qui est consacré à la réglementation, mais étant donné que c'est quelque chose qui est très structurant pour le fonctionnement de l'industrie et les actions concrètes que mettent en place les industriels, je ne peux pas ne pas l'évoquer, mais ce sera certainement d'une façon un petit peu différente évoquée plus tard par l'Adréal. Et puis, je parlerai de culture sécurité. Ce matin, on a parlé plus de culture de risque. L'objectif de la culture de risque pour le CIPRE étant de faire connaître ou de faire prendre conscience de ce que c'est qu'un risque et d'adopter les bonnes attitudes au cas où il y a un événement. Nous, dans l'industrie, on parle plutôt de culture sécurité, parce que là, l'objectif, c'est d'améliorer la sécurité des installations et des personnes. Voilà, puis on se gardera évidemment un temps suffisant pour les questions et les échanges, sachant que dans ma présentation, ce sera loin d'être exhaustif, comme je le disais, c'est un vaste sujet. Alors d'abord, un petit peu de mon expérience. Donc, j'ai travaillé une quarantaine d'années pour l'industrie pétrolière, pétrochimique et chimique. Et je peux vous dire que c'est une préoccupation majeure dans ce type d'activité. Le risque, la sécurité, c'est une préoccupation majeure et c'est même, on a tendance à dire, c'est le premier métier. Voilà, donc gérer les risques, être attentif à la mise en sécurité, c'est une préoccupation de tous les instants.
C'est aussi un enjeu, et il y a des enjeux multiples, évidemment, puisque si des incidents, des accidents se produisent, évidemment, ça peut, entre guillemets, coûter très cher. Et je ne parle pas que d'argent. Et donc, on met en place un système de priorité qui est très clair. On est obligé de hiérarchiser parce que quand un événement se produit ou quand il s'agit de mettre en place des mesures de prévention, justement, on est obligé de hiérarchiser. Et donc, l'ordre des priorités est très clair pour l'ensemble des industriels. C'est d'abord la santé et la protection des personnes. Ensuite, c'est la protection de l'environnement. Et en dernier recours, donc, c'est la protection des biens matériels. La notion de risque, alors bon, pour certains, ce que je vais dire, j'ai peut-être enfoncé quelques portes ouvertes, mais bon, le parti pris, c'est de faire quelque chose d'assez voilà, d'assez pédagogique, d'un peu général, et je m'excuse si c'est trop superficiel pour certains qui connaissent déjà les problématiques, mais enfin, j'espère que j'apporterai quand même un certain nombre de compléments. Donc, on va parler d'un événement évidemment indésirable et non maîtrisé, hein. Donc, quand on perd la maîtrise d'un procédé, effectivement, on peut arriver à provoquer donc un incident, un accident, et donc qui provoque des effets qui peuvent être destructeurs. Alors, on parle hein, dans la problématique des risques et des accidents de trois effets principaux: l'incendie, l'explosion et le nuage toxique. Donc chacun pouvant avoir des effets et des effets différents. L'incendie, c'est la chaleur. L'explosion, c'est la surpression, voire l'onde de choc, donc il peut être destructeur. Et le nuage toxique, on comprend très bien effectivement ce que ça peut provoquer au niveau humain, mais aussi au niveau environnemental. Et il faut aussi qu'on parle des effets dominos, puisque donc au niveau des risques, on va évoquer évidemment ce qui peut s'enchaîner en termes d'impact, notamment lorsqu'il y a une catastrophe naturelle. Elle peut impliquer, entraîner des risques technologiques. Tout le monde a entendu parler de Fukushima, évidemment, donc ça c'est effectivement le plus récent et le plus frappant des exemples d'impact d'une catastrophe naturelle sur un risque technologique. Mais on peut avoir à moins grande échelle d'autres effets qui peuvent s'enchaîner. Et effectivement, une installation qui a une problématique peut entraîner des effets sur une installation voisine, voire un site voisin. Voilà, alors très rapidement quand même, faut distinguer donc le danger du risque et puis qu'est-ce qu'est la prévention. Bon, le danger, pour prendre l'analogie avec la voiture, avec la route, un virage, c'est un danger. Le risque, c'est de perdre le contrôle de son véhicule, mais très vite va arriver la notion de comment on fait pour le maîtriser. On peut maîtriser la vitesse, on peut réduire le risque effectivement aussi en ayant un véhicule en très bon état, avec des pneus neufs. On peut avoir aussi voilà, un airbag si jamais on quitte quand même la route. Enfin, il y a un certain nombre de choses que l'on peut mettre en place pour diminuer le risque. Donc le danger, c'est quelque chose qui existe intrinsèquement, et le risque, c'est quelque chose qu'on peut aménager, je dirais, ou maîtriser en jouant sur la probabilité d'occurrence et sur la gravité des effets, donc, si l'incident se produit. Mais dans tous les cas, la prévention va agir sur l'ensemble des paramètres. Donc le danger, on peut le réduire à la source. Pour reprendre l'analogie avec la route, si on peut éviter de faire un virage, on va faire une ligne droite, ou on va améliorer donc la courbure du virage, donc c'est réduire le risque à la source. Après, on va mettre un certain nombre de barrières, d'éléments qui vont limiter ou éviter que se produise l'incident. Et puis donc, on va mettre en place aussi des mesures pour limiter les conséquences. Donc tout ça, ça va faire appel à plein de notions qui seront soit des notions purement techniques, hein, on va agir sur le matériel, sur les équipements, qui seront d'ordre organisationnel,
Dans une entreprise, dans une usine, l'organisation, c'est quelque chose qui est très important, la répartition des rôles, des tâches. Et puis, la notion d'humain, c'est-à-dire, on va très vite arriver à la notion de compétences individuelles, mais aussi de comportement individuel. Voilà, tous ces aspects-là font partie de la prévention. Alors, donc, pour évaluer les risques, on va voir tout un tas de processus. Donc, pour faire rapidement, on a des dispositifs d'analyse de risque. Alors, on utilise ce terme-là, notamment et essentiellement lorsqu'on étudie le risque au niveau d'un poste de travail ou au niveau de la réalisation de certains travaux. Donc, on identifie, on évalue, puis ensuite on met en place les éléments de protection. Et au niveau des installations et au niveau de la conception des installations, on va mettre en place ce qu'on appelle des études de danger. Et on va analyser donc ce que le procédé qu'on met en œuvre pour la transformation, pour la réalisation donc, du fonctionnement de l'usine, qu'est-ce que l'on peut faire effectivement aussi et quels sont les risques qui sont liés à ce procédé. Donc ça peut être des quantités de produits inflammables importantes, ça peut être des mises en pression importantes. Donc c'est cet ensemble de risques, on va les évaluer, les identifier et les évaluer à travers ce qu'on appelle des études de danger. Alors je vais y revenir très rapidement, mais pour donner juste un petit exemple d'application pour que tout ça ne soit pas complètement théorique, voilà comment une entreprise a réduit ses risques tout simplement en réduisant les quantités de produits présents, donc en agissant réellement à la source. Donc ça, c'est une information qu'une entreprise a donnée récemment dans une CLIE, une commission locale d'intervention, d'information et d'échange, donc où la réflexion, sans rentrer dans les détails, donc du changement de procédé qui a été adopté, a permis donc de réduire le stockage donc, de produits chlore liquide, donc qui est un produit évidemment qui présente un certain nombre de risques. Et le fait de pouvoir réduire le stockage, évidemment, immédiatement réduit tous les risques, les effets dominos, les quantités de produits dangereux qui sont en jeu, etc. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui peut découler des études de danger. Alors, pour aller plus loin dans la prévention, il y a la réglementation et il y a au niveau des entreprises elles-mêmes ce qu'elles mettent en place en termes de culture sécurité. Alors la réglementation, c'est vraiment très structurant, un cadre strict, mais c'est aussi quelque chose qui évolue avec le temps. J'aime bien dire que c'est en fait une capitalisation de l'expérience, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des expériences acquises, on va faire évoluer la réglementation. Au fur et à mesure de l'évolution technologique, on va intégrer les meilleures technologies disponibles. Donc cette notion, elle existe dans la réglementation. MTD, c'est pour meilleures technologies disponibles, de façon à ce qu'on diffuse ce que certains ont pu mettre en place dans l'ensemble des entreprises. Et la réglementation, c'est aussi ce qui permet d'obtenir une autorisation d'exploiter. Donc se conformer à la réglementation, c'est avoir l'autorisation d'exploiter. En parallèle, puisque c'est vraiment un parallèle, il y a un ensemble de choses qui sont développées par l'industriel en matière de culture sécurité. La première, c'est d'abord avoir un engagement fort de responsabilité de l'ensemble de la ligne managériale, à commencer par la direction, pour justement mettre en place tous les processus nécessaires à un maximum de sécurité. Il y a des approches systémiques dans l'entreprise. Autrement dit, c'est l'organisation, c'est l'écriture des procédures, c'est tout un ensemble de dispositifs qui permettent de bien gérer la façon dont on travaille. Et évidemment, la formation du personnel et de l'ensemble du personnel est essentielle. Donc, c'est une des bases essentielles pour mettre en place cette culture sécurité.
Donc, ça fait appel donc à un ensemble de systèmes organisés, donc l'organisation, les procédures, et ça va de la conception des installations en passant par l'exploitation, la surveillance et l'entretien des installations. Donc tout cela doit être effectivement pris en compte et géré à travers l'organisation et la documentation des installations. Donc je disais que la réglementation, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Et là, juste pour schématiser un petit peu, au fur et à mesure, alors c'est pas exhaustif, il y a une liste d'incidents mémorables, alors soit éloignés de chez nous, soit proches de chez nous, je dirais. Quand je dis chez nous, je parle du territoire PACA, et qui, à chaque fois, ont répondu, je dirais, à ce cercle alors, qui est vertueux. Hein. Suite à un événement, il faut effectivement en tirer des conséquences, en tirer les leçons. En général, la réglementation, elle évolue. Les catastrophes les plus importantes ont systématiquement fait évoluer la réglementation. C'est le cas de Seveso, la ville en Italie qui a connu cet accident très grave avec un épandage très important de dioxine qui a fait énormément de dégâts et qui a donné le nom à la réglementation qui s'est mise en place et qui est bien connue aujourd'hui, la réglementation Seveso. Mais on a eu d'autres choses comme l'explosion à la Med en 92 qui a entraîné des adaptations au niveau de l'inspection des installations. Donc, puisque voilà, l'incident a révélé qu'il y avait des parties d'installation qui n'étaient pas suffisamment surveillées et qui avaient entraîné le problème. Il y a aussi les problèmes de détection, donc on a amélioré la mise en place de capteurs pour détecter des fuites de gaz, et puis des questions de construction, puisque comment dirais-je, les dégâts ont été liés donc à l'écroulement de la toiture d'une salle de contrôle, donc il y a des réglementations qui ont été mises en place. Alors, je n'ai pas toutes les passées en revue, mais bon, on a aussi en tête Toulouse en 2001 avec la mise en place des PPRT, donc la réglementation qui a suivi. On a eu un épandage dans l'Accro suite à l'ouverture d'un pipeline de transport de pétrole brut qui a donné lieu à la réglementation, plan de modernisation des installations industrielles, et puis plus récemment, l'incendie de Rouen qui a donné lieu donc à des aménagements très importants qui sont toujours en cours de mise en place, donc sur notamment le stockage des matières inflammables. Je vois que le temps passe très vite. Donc, tout ça pour dire, il y a un dispositif de réglementation très complet qui couvre l'ensemble des problématiques, que ce soit l'accueil, sécurité des sites. On est sur les risques technologiques avec la directive Seveso, mais on est aussi sur les émissions chroniques avec la directive européenne IED. Après, on a les domaines du transport des matières dangereuses, etc., ou des produits eux-mêmes, des risques produits avec les fiches de sécurité produits ou les classements REACH. Donc tout ça, c'est couvert par une réglementation qui est foisonnante et très complète. Voilà. Alors, juste, on ne va pas passer en revue toute la réglementation, mais j'ai déjà parlé, excusez-moi, des études de danger. Donc, c'est un des éléments quand même fondateurs de la réduction des risques, de la mise en sécurité des installations. Et c'est un travail qui est essentiel et qui s'est développé au cours des années, qui a été intégré d'ailleurs, des industriels faisaient ces études de danger avant même que ce soit dans une réglementation. Et ça consiste tout simplement à faire une analyse systématique des risques de défaillance des équipements, des risques qui sont encourus du fait du procédé et de la mise en œuvre de ce procédé. Et c'était à l'origine essentiellement basé sur le professionnalisme et l'expérience de quelques individus, puis ça s'est enrichi petit à petit avec donc, des équipes pluridisciplinaires qui
qui échangent avec des bases de données importantes, des retours d'expérience qui sont disponibles, on le verra après. Et l'objectif donc de ces études de danger, c'est vraiment de réduire les risques à la source et de réduire l'occurrence de tout événement. Donc on va effectuer à la lumière de ce qui a été étudié des modifications sur la conception même des installations pour réduire le risque à la source. Et on va aussi limiter les effets. Et ça, c'est par la multiplication de barrières, ce qu'on appelle des barrières de sécurité. Alors ça peut être des dispositifs physiques avec des vannes qui coupent les flux de façon automatique ou des mises en sécurité d'automates programmés pour mettre en place tout un ensemble d'une cinétique sur le procédé. Donc tout ça, c'est étudié et mis en place à la lumière de ces études de danger. Voilà, et comme il faut aussi se préparer au pire, on en a un peu parlé ce matin puisque le CIPRE est plus sur l'aval, disons, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les conduites à tenir quand il y a un accident. On doit aussi préparer les plans d'intervention. Donc il y a les plans d'opération interne, les POI, ou les plans dits particuliers d'intervention qui font intervenir donc les autorités préfectorales. Voilà, passons maintenant à la culture sécurité. Alors, tout d'abord, une observation fondamentale. Certains ont certainement entendu déjà parler de la fameuse pyramide de Bird, dont il faut un peu se méfier. Le principe, c'est de dire que plus on a d'incidents pas très graves, plus on aura d'accidents graves à la fin. Donc, c'est pyramidal. Alors, il y a même des chiffres qui ont été élaborés. Pour 600 incidents sans blessure, il y aura statistiquement un accident mortel à la clé. Alors, évidemment, ce n'est pas aussi mathématique que ça, mais ce que nous apprend cette analyse, cette observation, c'est qu'en travaillant sur la base, autrement dit, sur les incidents qui semblent peu graves au départ, on va améliorer l'ensemble des processus internes, des procédures. On va former le personnel, on va sensibiliser le personnel, et donc on va faire en sorte que ces incidents ne deviennent pas accidents. Et on va faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'incidents, donc de moins en moins d'accidents. Voilà. Et on va se concentrer, alors c'est là que je disais, il ne faut pas se faire piéger par la statistique de la pyramide, il faut aussi se concentrer sur ce qu'on appelle les incidents à potentiel. Puisqu'il peut y avoir des petites blessures, on peut marcher dans une installation et se tordre la cheville sans que ça ait forcément de conséquences dramatiques au bout du compte. Par contre, si on a une fuite de produits, c'est ce qu'on appelle une perte de confinement, ça peut là se dégrader beaucoup plus rapidement, provoquer un incendie, voire une explosion, etc. Et donc, on a cette notion de travail sur les incidents à potentiel, de façon à se concentrer sur l'important par rapport à ce qui est peut-être un petit peu moins important. Et on va effectivement travailler sur l'élimination du facteur chance. Donc là, c'est le schéma des trous du gruyère qui s'alignent et qui font que un jour ou l'autre, l'accident se produira. Si une des barrières est toujours en place, ça va stopper la progression de l'incident qui ne deviendra pas accident. Mais ce qu'on dit souvent, c'est si c'est le facteur chance qui fait que la barrière est restée en place, c'est pas bon. Donc il faut travailler justement pour éliminer le facteur chance et faire en sorte que les barrières soient bien là et fonctionnent bien. Voilà, donc je disais, la culture sécurité part d'un engagement fort. On a un dispositif à 3 colonnes selon le schéma. La colonne, je dirais, principale, c'est le système de management de la sécurité. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est devenu une obligation réglementaire. Toute entreprise classée doit présenter aux autorités son système de management de la sécurité. Il faut qu'il y ait un engagement, comme je disais, fort à tous les niveaux de la hiérarchie,
pour que l'ensemble de l'entreprise développe cette culture et cette attitude envers la sécurité. La sécurité technique, c'est un autre élément, un autre pilier qui est évidemment essentiel. C'est ce qu'on appelle l'intégrité des installations, l'intégrité des équipements qui doivent être en bon état justement pour bien fonctionner et faire face à tous les risques. Et puis, on a en troisième pilier les facteurs humains et organisationnels. Donc, c'est quelque chose qui est rentré dans le paysage, je dirais, industriel un peu plus récemment, encore que ça fait quand même une bonne vingtaine d'années qu'on en parle et qu'on développe les choses de façon voilà, plus systématique. Et on a bénéficié pour ça des travaux de l'ICSI, dont je vais vous parler très rapidement aussi, puisque le temps passe rapidement. Alors, voilà, le genre de dispositif que peut mettre en place une entreprise pour alerter, avertir, sensibiliser l'ensemble du personnel. On parle aussi souvent de règles d'or. Alors, les entreprises en mettent 3 ou en mettent 5 ou en mettent 10. C'est des choses qui sont à savoir, à connaître et à appliquer par l'ensemble du personnel pour voilà, être vigilant à tout moment. Un petit mot sur l'ICSI, donc l'Institut pour une culture de sécurité industrielle, qui a été mis en place peu de temps après l'accident de Toulouse en 2001, et qui a fait vraiment progresser donc la réflexion d'ensemble sur comment, voilà, comment mettre en place et s'assurer que effectivement il n'y ait pas de trou dans la raquette ou d'alignement des trous, des tranches de gruyère. Si vous voulez en savoir plus, donc il y a une littérature assez abondante, mais il y a un document qui s'appelle l'essentiel de la culture sécurité qui est très bien fait, qui est assez résumé et qui permet d'aller plus loin donc, dans la compréhension de ce dont il s'agit. Voilà, alors je ne peux pas terminer sans parler un petit peu du retour d'expérience. Donc, comme je disais, on apprend de ses erreurs, mais on doit aussi apprendre des erreurs des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est important, partager l'expérience, expliquer ce qui s'est passé et se poser la question si c'est arrivé à quelqu'un d'autre, est-ce que ça peut m'arriver et qu'est-ce que je dois faire et voilà, comment je prends en compte cette expérience pour m'améliorer. Et c'est assez structuré, donc au niveau national, on a le Bureau d'analyse des risques et pollution industrielle, le BARPI, qui a mis en place une base de données vous connaissez ou que certains connaissent certainement, qui est très riche, qui regroupe l'ensemble des incidents et accidents industriels et qui permet effectivement de puiser. Donc c'est accessible à tout un chacun et ça permet d'avoir, voilà, de puiser des exemples et voilà, de prendre en compte donc ces retours d'expérience. Et il y a depuis aussi une bonne vingtaine d'années donc un dispositif au niveau de la Commission européenne avec un reporting obligatoire des accidents dits majeurs. Donc là aussi, il y a une échelle de gravité. D'ailleurs, quand on fait le reporting des accidents, il y a toute une échelle à utiliser pour classer en fonction des dégâts qui soient environnementaux, humains ou matériels, et qui sont chiffrés de façon à classer l'accident en presque incident ou presque incident, ou presque accident, accident ou accident majeur. Et donc, tout cet ensemble, je dirais, de structures et de bases de données fait réellement progresser l'ensemble de l'industrie. Voilà, donc je passe rapidement, mais c'est l'illustration d'un retour d'expérience en entreprise. Un événement s'est produit, donc on explique de façon pédagogique et simplifiée qu'est-ce qui s'est produit, pourquoi ça s'est produit, quelles sont les leçons qui sont à en tirer. Donc les entreprises font de ce genre de fiches plus ou moins réflexes ou fiches pédagogiques qui sont utilisées pour les formations et pour la sensibilisation du personnel. Et puis donc un petit extrait, mais alors là c'est un document
d'une bonne dizaine de pages qui est très touffu, mais très complet. Mais on peut, tout le monde peut y aller, peut apprendre justement de ce qui s'est passé le 26 septembre 2019 chez Lubrizol à Rouen. Donc ça, c'est très utile et ça permet effectivement à toute la profession de progresser. Voilà, j'ai peut-être été un tout petit peu long, mais je pense qu'on a encore un petit peu de temps quand même pour les questions, les échanges. Je vous remercie pour votre écoute et voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Marc pour cette présentation. On va passer au temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en levant la main dans le petit bouton réaction ou d'écrire directement dans le chat. Et Marc y répondra. Alors, je n'ai pas regardé s'il y avait déjà des questions dans le chat. Non, pas encore. OK. C'était l'heure du café. Ah, ça y est. Oui, Madame Bossy. On ne vous entend pas. Alors, je vois vos lèvres bouger, mais on ne vous entend pas. Alors, en attendant, on va donner la parole à Iliabel Agar. Bonjour, merci. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors, je me demandais pour la pyramide de Bird, vous avez évoqué des limites. Vous avez dit que c'était intéressant, mais qu'il y avait certaines limites. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Oui, alors, j'ai peut-être pas été parfaitement clair. C'est-à-dire que, bon, déjà, la statistique de 601, bon, c'est très théorique. Il ne faut pas prendre ça à la lettre. Ensuite, on peut être piégé par le fait que, bon, dans les entreprises, on a vraiment tendance à s'intéresser à tous les incidents, hein. Donc, voilà, comme je disais, quelqu'un qui se tord la cheville sur un trottoir, c'est un incident, c'est repéré. Et ça n'a pas forcément de conséquences dramatiques. Ça ne va pas déclencher une catastrophe avec un incendie majeur, a priori. Voilà. Donc, c'était juste pour introduire la notion de incident à potentiel. Donc, l'idée, c'est de vraiment identifier ce que j'appelle un incident à potentiel, c'est qui, si le facteur chance est éliminé, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Et à ce moment-là, il faut creuser la question, alors je n'ai pas eu le temps, je passais un petit peu rapidement sur l'analyse a posteriori du risque et surtout le principe de l'arbre des causes, donc remonter à la cause fondamentale d'un événement. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que là, on a toujours, lorsqu'on a un événement, une cause initiale. Par exemple, il y a un incendie. Donc la cause initiale, ça peut être un travail dit de feu, donc au chalumeau, pour faire une soudure à proximité d'un réservoir où il y a eu peut-être un épandage de produits inflammables. Et donc, la cause initiale, c'est la source de chaleur qui provoque l'incendie. Et ce n'est pas la cause fondamentale. La cause fondamentale, c'est qu'on n'aurait jamais dû soit avoir la fuite, soit avoir une autorisation de travail près d'une fuite ou près d'un endroit où effectivement il y a un produit inflammable. Donc là, il faut remonter à la cause fondamentale. Et bien souvent, quand on remonte à la cause fondamentale, on va trouver un problème systémique d'organisation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas la bonne procédure pour autoriser le travail, ce type de travail, ou on n'a pas la bonne surveillance sur la détection d'une fuite. Enfin, c'est juste pour donner un exemple. Et comme tout ça, c'est relativement complexe, quand je disais le piège de la pyramide de Bird, c'est qu'on ne peut pas travailler dans le détail tout. Donc il faut vraiment sélectionner ce qui va être révélateur d'un problème de fond, d'un problème systémique dans l'organisation ou dans la formation du personnel.
Est-ce que c'était plus clair? Merci Marc. Oui. Je vais essayer de redonner la parole à Madame Bossy. Oui, est-ce que vous ça va, m'entendez? on vous Oui, entend. voilà. Oui, Je c'est voulais bon. poser une question. Quand vous parlez de formation du personnel, est-ce que les sous-traitants reçoivent les mêmes formations que vos employés? S'il vous plaît. Alors, les sous-traitants ne reçoivent pas forcément les mêmes formations. Ils vont être formés par leur propre entreprise sur les risques qui sont liés à ce que eux font. C'est-à-dire ils amènent des risques. Par exemple, je continue avec l'exemple de travaux de soudage. Un soudeur, il va avoir une formation de soudeur et il connaîtra les risques de son métier. Après, quand on vient travailler dans une entreprise, à un moment donné, il faut aussi comprendre et connaître les risques qui vous entourent. Et donc là, effectivement, l'entreprise va apporter à ces personnes-là une formation complémentaire. Alors le minimum, c'est ce qu'on appelle le JES 0 ou 1, qui est une formation donc, donnée à toute personne qui doit travailler sur un site classé. Et donc, c'est le niveau minimum de formation qui est apporté. Très bien, merci. Nous avons une question dans le chat donc de Clément Paillet. En termes de formation pour travailler, en termes de formation donc pour travailler dans ces domaines risques naturels technologiques, avez-vous des structures ou écoles à nous conseiller? Alors, oui, enfin, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent. Alors, je vais éviter d'en faire la liste parce que je ne les connais pas tous. Je ne suis pas forcément au point là-dessus, là, à l'instant T. Mais oui, il y en a. Alors, il y a une suggestion de Elodie Paya, donc du CIPRE, qui signale qu'il y a 2 masters gestion des risques sur Marseille. Nous avons une autre question aussi de Bernard Angeliti. Donc, les travaux de mise en sécurité ont un coût. Comment est évaluée la probabilité du risque pour connaître le seuil de réalisation de ces travaux? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est pas a priori en termes de coût que les choses se décident. Je prends l'exemple dans le cadre de la mise en place, de la mise en œuvre des PPRT, les plans de prévention des risques technologiques, donc la réglementation qui s'est mise en place après l'accident d'AZF. Si on a des aléas qui ont des effets létaux qui vont très loin, qui touchent des habitations, voilà, à ce moment-là, ça va être la réduction des risques, quel que soit le coût. Un exemple, c'est des stockages aériens de gaz de pétrole liquéfié, donc de butane ou de propane. Autrefois étaient aériens et ils ont tendance aujourd'hui à avoir tous été soit supprimés, soit enterrés, de façon à ce que si le risque majeur se produisait, eh bien, il soit complètement éliminé. Alors évidemment, c'est très compliqué comme question parce que dans certains cas, on va dire à un moment donné, il faut s'arrêter. C'est-à-dire que on ne peut pas éliminer tous les risques à la source, il y aura toujours un risque résiduel. Et à un moment donné, effectivement, on va devoir faire la balance. Et comme je disais, il y a la réglementation et il y a, je veux dire, quand on fait une étude de danger et qu'on analyse les conséquences que ça peut avoir, on va aussi avoir une tierce expertise, c'est-à-dire que la première personne qui fait étude de danger, c'est l'industriel lui-même, qui a les compétences, qui connaît son installation, qui connaît les risques, qui a des personnes qualifiées pour travailler sur des simulations. Mais ces travaux-là seront expertisés par un tiers, compétent également, et seront aussi analysés par les autorités. Donc l'Adréal vous en parlera certainement lors du prochain webinaire.
Et ensuite, c'est là qu'une décision pourra être prise pour forcer l'industriel si le risque est jugé trop important. Merci Marc. Une autre question de Martine Benoît. Peut-être pourriez-vous évoquer l'obligation de réalisation du document unique au sein des entreprises sous-traitances, par exemple? Oui, alors comme je disais, je n'ai pas été exhaustif, hein, puisqu'il y a effectivement tout un ensemble de dispositifs et au niveau du risque individuel, on a effectivement cette notion de document unique. Et là, je crois que le thème de ce webinaire, c'était plus le risque majeur que les accidents du travail, que le risque santé au travail. Mais effectivement, ça fait partie, je parlais de culture sécurité, ça fait partie de l'ensemble de choses qui sont prises en compte, à la fois par la réglementation, puisque le document unique, c'est réglementaire, et par l'industriel, par l'entreprise, donc pour mettre en œuvre une culture sécurité efficace au niveau de son organisation. Merci. Une autre question de Adevimap. Donc, comment expliquez-vous que les intervenants extérieurs, intérimaires, sous-traitants ont rarement les informations des risques d'exposition auxquels ils sont confrontés? Alors, je vais peut-être retourner la question. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ont rarement les informations? Parce que c'est une obligation pour les industriels et ils se font fort de faire en sorte que, justement, l'ensemble des intervenants extérieurs aient toutes les informations nécessaires. C'est leur intérêt. L'intérêt d'un industriel, quand il fait venir un intervenant extérieur, c'est qu'il fasse du bon travail, mais surtout qu'il retourne en bonne santé chez lui aussi. Donc, alors, le monde n'est pas parfait, mais qu'est-ce qui vous fait dire que les sous-traitants sont rarement informés? Alors, Adevimap, je vous laisse prendre la parole. Oui, bien sûr. Ce qu'il me fait dire, c'est que nous sommes une association de défense des victimes et nous avons énormément d'intérimaires et de sous-traitants par rapport aux entreprises qui nous entourent. Et à ce jour, rares sont justement les personnes qui ont un cancer ou autre, qui ont une maladie assez importante, ont comment dire, ont les informations. Il est nécessaire pour que leur maladie soit reconnue, que nous fassions un parcours du combattant et que nous obtenions avec les salariés qui y travaillent justement des témoignages. Et sans ça, la personne qui a été en contact n'est jamais indemnisée. Et d'ailleurs, les statistiques officielles le disent, hein, que les sous-traitants et les intérimaires, c'est vraiment une sous-classe et que ces personnels-là, ils sont sous-estimés et n'ont pas les mêmes garanties que les personnels qui sont de l'entreprise elle-même, du donneur d'ordre. Oui, alors, je n'avais pas compris, effectivement, là, vous parlez des maladies professionnelles. Moi, j'étais sur les risques d'accident, donc sur l'accident du travail. Oui, mais il y a les deux, monsieur. Oui, alors non, mais sur les maladies professionnelles, c'est une vraie problématique parce qu'effectivement, un intérimaire ou a fortiori un intérimaire, mais quelqu'un qui travaille pour une entreprise intervenante et qui peut changer fréquemment d'entreprise, il n'avait pas, du moins par le passé, alors les choses ont tendance à s'améliorer, mais c'est certainement pas encore parfait, de suivi systématique. Donc, effectivement, on a du mal à retracer dans la carrière l'ensemble des expositions qu'il a eues. Mais aujourd'hui, il existe, alors notamment avec le document unique, il y a un certain nombre de dispositifs. Alors, je ne suis pas spécialiste et je ne suis pas forcément tout à fait à jour là-dessus aujourd'hui, mais des choses se sont mises en place. C'est On peut mieux faire, dommageable. certainement, hein. Merci. Daniel souhaite intervenir.
Daniel, ton micro est coupé. Oui, pardon. Je pense que c'est... Oui, ça y est, Ouais. c'est bon. Voilà, c'est bien beau, Marc, ce que vous dites, mais je ne suis pas une entreprise comme ArcelorMittal, pour ne pas la citer, qui ont des intérimaires en deuxième, troisième position, parce qu'ils traitent avec une entreprise, l'entreprise sous-traite le travail, et cette sous-traitance resous-traite encore une fois. C'est bien connu, hein, malheureusement, on laisse faire, et ces gens-là travaillent bien souvent dans des endroits très dangereux, comme la coquerie, comme l'oxy machin, là où ils découpent la ferraille, là, ils en respirent à plein pot, hein, et ces gens-là, quand ils sont malades, ils retournent chez eux directement sans passer par la carte médecine en France. Donc, c'est bien beau ce que vous parlez pour les entreprises pétrochimiques que vous connaissez bien, mais sur l'aciérie, j'en connais un rayon, hein, vraiment, et ce qui se passe, c'est anormal. Franchement, c'est anormal. Donc, tous ces malades-là, bien souvent, ils ne parlent pas français, rien du tout, et ils s'en vont directement chez eux. Voilà, et ça, c'est scandaleux. Voilà, je ne dirais pas d'autres mots. Alors, moi, je ne peux pas parler pour Arcelor ou pour une autre entreprise. Si vous donniez un autre exemple précis d'une entreprise, moi, je ne peux pas parler pour l'entreprise parce que je connais pas dans le détail. Ce que je peux simplement dire, donc, en tant que membre du GMIF, donc du groupement des industriels de la région de Fos et Tandberg, c'est que ces pratiques-là sont pas recommandées, effectivement. On recommande d'éviter les intérimaires, malheureusement pas toujours possible, d'avoir un encadrement suffisant, effectivement, au niveau de la formation, d'appliquer tout ce qui est réglementaire en termes de suivi des expositions, ça existe aujourd'hui, et la sous-traitance en cascade est loin d'être recommandée. Et après, s'il y a des conditions très particulières et bien encadrées, je ne sais pas, mais je ne peux pas répondre de façon précise à vos accusations, je dirais. Est-ce que c'est toujours les pratiques d'aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est pas Mais des c'est clair que c'est pas recommandé. dire. Franchement, ça se pratique. Ça se pratiquait avant énormément. Ça continue à se pratiquer. Et malheureusement, ces ouvriers-là, rentrent chez eux, des Roumains, des Tchécoslovaques, des trucs comme ça, et ils rentrent chez eux et ils ont le droit à rien du tout. À rien du tout. Et ça, c'est scandaleux. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. C'est scandaleux. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main à Devimab. Je ne sais pas si vous avez une autre question, sinon je vous invite à baisser la main. N'hésitez pas à intervenir ou à poser votre question dans le chat. Nous avons encore quelques minutes devant nous. En attendant, Marc, si tu veux revenir sur un point. Comme on a pas mal parlé des... Vous m'entendez là? Oui, Oui. vous souhaitez Voilà, intervenir? Oui, simplement pour dire à M. Bayard que ce n'est pas des accusations que nous portons. Hein. Tous les jours, nous travaillons depuis 20 ans au sein de ce bassin d'emploi, hein, très large. Et malheureusement, même ceux, les sous-traitants et les intérims qui sont pris en charge, ils le sont après des mois, voire des années. Il nous est arrivé, pour faire reconnaître une maladie professionnelle, il nous est arrivé d'attendre 10 ans pour la faire reconnaître. Alors, il est vrai que la prévention là, que ce soit dans la chimie, hein, que ce soit dans la chimie, dans la métallurgie, c'est exactement pareil. Parce que dans la chimie, on arrive à avoir des cocktails de produits où, si on n'a pas les témoignages des salariés qui y travaillent, de l'entreprise, on n'arrive rien à avoir. L'entreprise, elle reste muette et c'est anormal
parce que c'est des êtres humains, et ces êtres humains, ils vont travailler pas pour mourir, ils vont travailler uniquement pour gagner leur vie et pour avoir des buts. Et c'est ça qui est grave. Voilà, je voulais simplement rétablir ce terme d'accusation. Ouais, moi, je ne peux que déplorer qu'il y ait des entreprises qui, encore aujourd'hui, aient des comportements, je dirais, irrévérencieux et non protecteurs vis-à-vis des gens qui viennent travailler sur leur site ou qui travaillent dans leur propre entreprise quand il s'agit de sociétés intervenantes. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que on est quand même structuré dans la région, donc avec le GIFIS et le MAS Méditerranée, pour apporter voilà, tous les processus, les procédures, les formations nécessaires pour que les entreprises intervenantes voilà, appliquent, montent en compétences, appliquent les bons processus. Et c'est vraiment quelque chose qui avait été voulu il y a plus de 40 ans maintenant sur le territoire, qui n'a cessé de progresser. Et comme je disais, c'est pas parfait, le risque zéro malheureusement n'existe pas, mais on peut quand même dire que les choses progressent, elles ont continué à progresser. Moi, je me ferais fort de rapporter au niveau du GMIF, hein, donc on travaille avec l'ensemble des donneurs d'ordre et des intervenants pour que ce genre de message passe bien. Mais on ne peut pas effectivement cautionner des comportements qui sont déviants, ne serait-ce que par rapport à une réglementation qui est quand même aujourd'hui très claire, très stricte et en place. Merci Marc. Peut-être une dernière question de Bernard Angeletti. Donc, est-ce aux industriels de faire les gendarmes de la sous-traitance? N'est-ce pas à l'employeur direct d'informer ses salariés? Alors, l'employeur direct. Alors, oui. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a travaillé pour un industriel qui dit ça, parce que effectivement, donc la première étape, c'est de demander à l'employeur sous-traitant de mettre en place les bonnes procédures, les bons principes, de former son personnel, etc. Mais quand on engage une entreprise sous-traitante, en tant que direction de site, moi j'ai tendance à dire, je m'assure que l'employeur, donc le sous-traitant, a mis en place les bonnes formations, les bonnes procédures au sein de son entreprise. Voilà, alors c'est pas à lui de faire le gendarme, mais il le fait, quoi. Enfin, son intérêt, c'est que les choses se passent bien une fois que les gens viennent travailler sur son site. Donc tôt ou tard, il va faire le gendarme. Il va aller auditer la façon dont les travaux sont effectués sur son site. Là, je n'ai pas pu en parler, comme je disais, c'est vraiment tellement un vaste sujet, la prévention des risques. Mais oui, il y a tout un système d'audit, entre guillemets, de surveillance, de contrôle sur le terrain pour s'assurer effectivement que les gens travaillent dans les meilleures conditions, qu'ils appliquent les procédures de sécurité, qu'ils ont appliqué les prescriptions qui découlent des analyses de risques qui ont été faites avant la réalisation des travaux, etc., etc. Merci Marc. René Tassi souhaitait intervenir? Oui, René Tassi, donc de l'association Éco-Relais. Oui, je voulais réagir par rapport à ce que disait Marc à l'instant. Oui, contrôler que l'activité de l'entreprise sous-traitante met bien en place les prescriptions données. La première étape, c'est quand on choisit aussi son entreprise, quand on fait l'appel d'offres, quand il y a la commande, on doit s'assurer que l'entreprise doit être capable aussi d'assumer cette commande, à la fois par rapport à sa qualité au niveau ne serait-ce que de la maintenance, si c'est une entreprise de maintenance, mais aussi
sa manière de former les gens. Donc, il y a aussi, dans tous les cas, quand on est certifié ISO 9000, ISO 14000, etc., il y a tous des processus à vérifier de contrôle parce qu'on a affaire donc à des fournisseurs. On se doit aussi de surveiller leur qualification. Moi, je sais donc aussi qu'on ne sous-traite pas la sécurité. La sécurité, dans tous les cas, c'est le premier des responsables, c'est l'industriel. Même s'il y a une cascade de responsabilités qui sont en place, dans tous les cas, la première responsabilité, c'est l'industriel qui doit vérifier. Mais Marc l'a dit, mais dans tous les cas, il faut que ça se fasse. Et quand on a une sous-traitance en cascade à 4 niveaux, comme ce qui a été dit tout à l'heure, là, on peut se poser la question. Et souvent, ces sous-traitances en cascade, ce sont sur des métiers non, on va dire, de second ordre. Quand on sous-traite son instrumentation, quand on sous-traite une partie de son métier, entre guillemets, là, on a affaire à des entreprises d'un certain niveau qui ne s'amusent pas trop à cela. Mais quand on commence à travailler, surtout pendant les grands arrêts où on peut avoir un nombre de sous-traitants plus important que le nombre d'employés de l'entreprise, on peut se retrouver avec ces systèmes de cascade, puisque les entreprises doivent assumer souvent plusieurs chantiers en même temps. Elles n'ont pas le personnel et elles sous-traitent. Donc là, on se doit aussi de surveiller la capacité de l'entreprise d'exercer la commande. Après, je reviendrai sur la partie réglementation. Oui, ce qui a été dit tout à l'heure, il y avait une culture de la sécurité. Ben, moi, je pense que la culture de sécurité vient parce qu'aussi, il y a une réglementation qui est mise en place. Malheureusement, la réglementation, elle a évolué, elle a été dite, ça a été dit tout à l'heure, par des accidents. Et on s'est retrouvé avec des accidents tous les 10 ans. Et la réglementation évolue par rapport à ça. Ça, c'est un peu, pour moi, c'est un peu dommage. La réglementation, ou ne serait-ce que les us et coutumes, pourraient évoluer sans attendre à ce qu'une réglementation soit mise en place suite à un accident. Il y a des choses que l'on constate quand on travaille dans ces milieux, et souvent la réglementation n'est pas en place à ce niveau-là. Je pense qu'elle doit pouvoir évoluer aussi par le retour d'expérience. Mais un retour d'expérience qui n'attend pas un accident, tout simplement. Après, oui, il a été dit que les études en G, les industriels étaient souvent en avance sur la réglementation à l'époque. Oui, mais s'ils étaient tant en avance par rapport à la réglementation, peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant d'accidents. Voilà. C'était simplement quelques remarques, mais ce n'était pas des accusations non plus. Merci René pour l'intervention. Marc, peut-être si tu veux réagir. Oui, non, il faut pas mal me comprendre. Moi, j'ai pas voulu dire que les industriels ont été en avance sur la réglementation. J'ai dit que on faisait des principes, des études de danger se faisaient avant que ce soit obligatoire par la réglementation, parce que ça fait partie. Je dirais, c'était un processus dans la conception des installations, parce que le souci de l'industriel, c'est quand il construit une installation et qu'il va la démarrer, c'est que ça se passe bien. Donc, ça fait partie de l'ADN de l'industriel. Après, on peut être que d'accord de dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir des accidents pour mettre en place des réglementations. C'est comme le virage sur la route ou le croisement. On met un panneau croisement dangereux ou on met un stop après qu'il y ait eu un accident mortel. Donc, effectivement, il vaut mieux mettre en place la réglementation avant. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que les choses progressaient un peu en parallèle, c'est-à-dire que des industriels peuvent ou des technologies peuvent se développer et ça permet à la réglementation de les prendre en compte et d'améliorer, d'aller plus loin. Il y a aussi les exigences de la société qui évoluent et qui poussent à aller au-devant justement de nouvelles réglementations et au-devant de ce que vont pu proposer les industriels. Donc voilà, c'est pas l'un est devant l'autre ou systématiquement, mais je pense que vraiment, et c'est l'histoire qui le montre, hein, les choses ont évolué en parallèle, les uns poussant les autres, quoi. Mais ce qui est plutôt vertueux. Oui, non, je reviens Merci, encore sur la Marc. sous-traitance. Oui. Je reviens 2 Alors, secondes sur la juste sous-traitance. pas très long.
Oui. Pas très longtemps, René, parce que c'est Non, déjà 2 l'heure. secondes. Merci. Oui, 2 secondes. Simplement que la sous-traitance, pour moi, c'est vraiment la clé du problème. La sous-traitance, quand elle est mal faite, à la fois, on peut induire un problème envers le sous-traitant, puisque lui a ses risques, il peut aussi en apporter, mais dans tous les cas, cette partie-là aussi, c'est qu'il peut lui aussi amener des risques dans sa manière de travailler. Il ne fait pas que subir, il peut lui aussi amener des risques. Et d'un petit incident peut devenir un accident parce que justement le personnel n'est pas formé sur le risque que lui peut apporter. Et là, on serait à la fois sur des pertes humaines, mais aussi des pertes sûrement financières parce que une unité à l'arrêt, au lieu d'être à l'arrêt une semaine, est à l'arrêt 3 semaines ou 2 mois à cause justement de ces accidents, il y a une perte financière, mais à tous les niveaux. Donc, il y a cette partie-là aussi qu'il faut prendre en compte. Pour moi, la sous-traitance, c'est le point faible, surtout dans les industries de haut niveau, et surtout dans les industries cibles CBSO, où on se doit d'être hyper performant dans toutes les activités. Très bien, on pourrait faire un webinaire complet sur la sous-traitance, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous. Donc merci de votre participation et merci à Marc pour son intervention. Dans le chat, vous avez un lien vers le questionnaire de satisfaction. Donc merci de prendre quelques minutes pour y répondre. Donc vous savez que ces questionnaires nous permettent d'avoir votre retour sur ce webinaire et nous permet surtout de nous améliorer pour la suite. Donc je vous remercie encore une fois et on vous donne rendez-vous pour le 3e épisode, donc l'État est un acteur incontournable, qui aura lieu ce mercredi 12 octobre de 11h30 à 12h30. Merci à tous, bon après-midi. Merci, au revoir.